Je crois qu'on est à peu près au même chiffre de vente, c'est peut-être même plus encore que les Olivier de Vulcain. Je le considère comme à moitié à moi et à Alain Grousset, celui-là. Et le troisième qui s'est le plus vendu, parce qu'en fait quand on me dit quel est celui de vos livres qui a le plus de succès, je ne peux m'appuyer que sur une chose, moi, ce sont les chiffres de vente. C'est-à-dire ce qui prouve le succès d'un livre, c'est s'il est acheté, et il peut être lu, mais en fait ce sont les chiffres de vente qui nous permettent de savoir lesquels ont le plus de succès. Et donc le troisième, c'est L'Enfant Mémoire, un roman écrit aussi avec Alain Grousset, qui raconte cette fois les aventures d'une jeune fille qui rencontre un extraterrestre qui a la mémoire absolue, qui n'oublie rien de tout ce qu'il lit, de tout ce qu'il entend, de tout ce qu'il voit. Je vous sens penser, ça serait génial pour les contrôles, mais je suis désolée de vous le dire, ça n'existe pas, c'est de la science-fiction. Hein. Et donc, la petite Nunzia, en compagnie d'Ocrine, va vivre une aventure sur, cette fois, une planète qui s'appelle Universalia et qui est une planète bibliothèque. Donc voilà pourquoi, en fait, l'intitulé de la conférence, qui est « Retour au voyage extraordinaire de Jules Verne », va avec moi, en fait, puisque moi aussi, j'ai inventé dans mes propres romans des planètes qui permettent de faire des voyages extraordinaires. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Oui, bonjour. Je voulais savoir, est-ce que l'un de vos livres est sorti en film? Alors ça, j'aimerais bien, parce que ça rapporte beaucoup d'argent à l'auteur. Malheureusement, non. Pour l'instant, on ne m'a jamais proposé de faire un film de mes livres. Il faut savoir que c'est très rare que de la littérature jeunesse soit adaptée au cinéma. Il y a une en tout cas en France. C'est que ce soit américain. Oui, voilà. En tout cas en France, aux États-Unis, il y en a pas mal, oui. Et puis encore moins de la littérature jeunesse de science-fiction. Donc c'est sûr que... Mais bon, ça ne dépend pas de l'auteur. Enfin, mis à part si l'auteur parle avec quelqu'un qui serait dans le milieu du cinéma, présente son livre, mais c'est l'éditeur qui est en quelque sorte propriétaire du livre, à partir du moment où on a un livre qui est publié dans une maison d'édition. Si quelqu'un s'intéresse au manuscrit, au roman pour en faire un film, c'est l'éditeur qui va être contacté par la boîte de production, par exemple. Je ne sais pas quel effet ça me ferait de voir des visages, parce que je suis une écrivaine un peu particulière, je suis incapable d'imaginer vraiment les visages de mes personnages. Alors les décors, j'ai pas de problème, ça marche bien, mais les visages de mes personnages, c'est très difficile. Je les décris parce que je sais à quoi ils ressemblent, mais les détails même des visages, en quelque sorte, je ne les vois pas. Alors, je les reconnais, par exemple. Ça paraît bizarre. Quand je raconte ça, tout le monde me dit, mais enfin, elle est barge. Oui, un peu. Pour écrire la science-fiction, il faut l'être un peu, hein, de toute façon. Mais, en fait, quand je tombe des fois sur une revue où je vois des visages de mannequins ou de vedettes ou de personnes, même des personnes lambda, hein, des fois ça fait titre et je me dis tiens voilà, ça c'est une telle, ça c'est un tel. Donc j'arrache les pages, je suis une arracheuse de pages de revue dans les salles d'attente, et parce que je viens de reconnaître un de mes personnages. Donc c'est comme si j'avais le visage de mes personnages dans la tête sans les voir d'une façon nette, et qu'à un moment donné, une photo me permet de les reconnaître. Alors donc de ce fait, je serais certainement contrainte à avoir dans mon propre imaginaire le visage des acteurs. Et ça me semblerait assez difficile à vivre si ça ne correspondait pas vraiment à ce que j'imagine. J'ai toujours pensé que Jeanne Rowling avait eu certainement, si elle fonctionnait comme moi, du mal à écrire les derniers romans d'Harry Potter, tout simplement parce que les acteurs qui incarnaient Harry, Ron et Hermione avaient déjà un visage, les personnages avaient le visage des jeunes acteurs, et je ne sais pas comment je réagirais personnellement si ça se produisait.
Une autre question? Avez-vous déjà été déçu d'un de vos romans? Alors si je suis déçue, de toute façon, je serai la seule à être déçue. Enfin déçue au sens de la valeur du texte, pas des ventes. C'est ça, si un de mes livres ne me plaît pas en fait. Oui. Parce qu'être déçu par les mauvais chiffres de vente, ça c'est souvent. Hein. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais donc, être déçu par un de mes livres, enfin je veux dire, il n'y a que moi qui serais déçu. Parce que celui-là, je ne le montrerai à personne. Je ne l'enverrai ni chez un éditeur, ni... Si ça ne me plaisait pas au dernier moment, je crois que je ne le publierai pas. Je le retravaillerai peut-être jusqu'à ce qu'il me plaise. Je suis ma première lectrice. Quand j'envoie le manuscrit chez l'éditeur, c'est que j'ai lu le manuscrit au point que ça me plaît en tant que lectrice. C'est-à-dire que je le lis avec une espèce de recul, d'autant plus quand il est imprimé. Parce que souvent je relis à l'écran, mais au bout d'un moment je suis bien obligée de passer par le papier, donc j'imprime le roman. Et le fait que le texte soit imprimé sur feuille, ça fait une distance. Et donc là je le lis plus comme une lectrice extérieure. Et si ça ne me plaît pas, ben, je retravaille, je corrige, je me dis il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. C'est pour ça que je mets longtemps. Mais non, il y a certains de mes livres qui n'ont pas été pris simplement parce que ce n'était pas vraiment la traditionnelle Daniel Martinigol, auteur écolo, qui proposait ce texte. C'était des romans avec une différence en fait d'inspiration de la science-fiction écolo. Et là, les éditeurs n'en ont pas voulu. C'est pas qu'ils n'en ont pas voulu, mais ils m'ont dit oh non, non, mais c'est pas vous ça, c'est pas le type de roman que vos lecteurs ont l'habitude de lire. Au bout d'un moment, on est très vite emprisonné dans une espèce d'étiquette, d'image de ce que doit produire tel auteur. Autre question? Oui, là. Alors, où sont les micros? Vas-y, tu le tiens, vas-y. Dans les oubliés de Vulcain, la rouille, c'est quoi qui vous a inspiré en fait comme maladie? Alors donc, dans les oubliés de Vulcain, effectivement, sur cette planète entièrement polluée par les ordures de 30 mondes, il y a une maladie terrible qui se développe, qui peut prendre deux formes. J'ai parlé de la rouille fulgure, c'est-à-dire la rouille très rapide, une maladie qui vous dévore très vite. Et aussi la rouille lente, qui est beaucoup plus insidieuse, mais qui détruit aussi, mais à plus long terme. À ton avis, tu l'as lu, Les Oubliés? Oui? Tu as lu le roman? Non? Comment tu sais qu'il y a la maladie, alors? Il a plus le micro? Vous lui avez enlevé le micro? Remettez-lui le micro aussi. Je l'ai lu, oui. Oui, tu l'as lu. Et qu'est-ce que tu as pensé, toi, que ça pouvait être comme maladie, la rouille? Parce que je suis sûre que tu as eu plus ou moins une idée, quand même. Mais je sais plus comment elle s'appelle, en fait. Ah oui, tu sais plus comment elle s'appelle. Ça serait pas la lèpre, par hasard? Voilà, c'est ça. Donc, c'est exactement ça. C'est ce que j'ai voulu montrer dans Les Oubliés de Vulcain. Parce qu'il faut savoir que, contrairement à ce que plein de gens pensent, la lèpre est une maladie qui n'est pas encore éradiquée de la surface de la Terre. Ça existe toujours, hélas. Il y a encore des lépreux de nos jours. Et donc, voilà, j'ai voulu montrer que malheureusement, des maladies terribles dues à la pollution pouvaient fort bien se développer. Et voilà, je ne sais pas si tu te souviens comment on la combat, mais finalement, on arrive à combattre cette maladie dans le roman grâce aux modifications génétiques qu'a subi Charlet, qui est désespéré tout le long du roman parce qu'on a fait des choses sur son corps sans lui demander son avis. Et puis finalement, il se rend compte qu'il y a des choses quand même qui peuvent être bénéfiques dans ce qu'on lui a fait. Alors j'ai mis le point final la semaine dernière à un roman qui est ce qu'on appelle, avec le terme anglais, un spin-off, c'est-à-dire c'est un dérivé en fait des Oubliés de Vulcain. Un roman qui se déroule 150 ans plus tard et qui s'intitule cette fois Charlex. Alors si vous avez bien suivi ce que j'ai dit tout à l'heure,
Je vous ai dit que le petit Y au bout de Charlet, ça désignait donc un jeune homme. Donc Charlex, c'est une jeune fille, cette fois. Et elle, son nom signifie cyber-humaine, améliorée pour la résistance dans les lieux extraterrestres. Voilà, vous allez découvrir ces aventures au mois de mai l'année prochaine aux éditions Syros, dans la collection Soon. Alors là, je viens de finir de l'écrire, j'ai même pas fini, il y a encore les deux. L'avant-dernier et l'avant-avant-dernier chapitre sont un peu en dentelle quand même, il y a encore des trous dedans. Il faut que je complète les passages des deux chapitres précédents l'épilogue, mais je suis allée jusqu'à la fin. J'ai déjà écrit l'épilogue, je voulais... avant de venir aux Utopiales, il fallait que j'ai la tête dégagée de ce roman, donc je suis allée jusqu'au bout, je l'ai fini, je reviendrai en arrière. Il est parti chez l'éditeur, et mon directeur de collection va le corriger, et il va avoir la patience d'attendre que je finisse la dentelle que je lui ai envoyée. Et après, on va commencer à rentrer dans la phase de correction. Donc on a à peu près 3 mois de correction, lui et moi, en échange, avant que le livre ne commence à être programmé pour la fabrication, de façon à être en librairie au mois de mai l'année prochaine.